Bien, nous allons démarrer cette session dont le sujet de cet après-midi est la scénologie et l'intelligence artificielle. Nous aurons 3 orateurs, et oratrices d'ailleurs, et nous allons demander à Sébastien Molière de venir pour la première présentation concernant le dépistage et le diagnostic individuel et le rôle de l'IA. Est-ce que l'IA va-t-elle remplacer le radiologue? La parole est à toi. Voilà, bonjour à tous et merci de venir assister à cette session sur l'IA, des applications de l'IA en scénologie. Alors, bon, déjà, quels sont les objectifs pour vous qui êtes là? C'est d'avoir un premier aperçu sur les opportunités de l'IA en santé du sein, déjà, et puis connaître et comprendre les limites de l'IA et savoir lire entre les lignes, pouvoir interpréter un article qui est sorti dans Nature, voilà, certains éléments qui sont importants à comprendre. On verra aussi les niveaux de preuves cliniques, évidemment. Le plan que je vous propose, c'est donc déjà de voir certains concepts pour qu'on parte tous ensemble des mêmes concepts, hein, donc intelligence artificielle, machine learning, deep learning. Alors, l'intelligence artificielle, c'est tout simplement le fait qu'une machine simule certains traits de l'intelligence humaine. Et puis pour ça, une méthode très répandue, c'est l'apprentissage machine. Donc le machine learning, c'est une technique qui n'est pas nouvelle, vous voyez qu'il date des années 80. Et le deep learning, dont on entend tous parler en ce moment, eh bien, ce n'est qu'un type de machine learning. Alors, ce deep learning a permis de grands progrès, on va le voir dans un instant, et ça s'est développé grâce à 3 facteurs importants. Alors, bien sûr, un développement théorique sur les réseaux neuronaux, et surtout, en fait, 2 choses. Le développement des capacités de calcul avec les GPU et l'accès aux données, à des données en grande quantité, des données annotées. Alors, un tout petit peu de théorie pour qu'on se mette d'accord. On distingue en fait un petit peu de manière pédagogique deux grands types de machine learning. Le machine learning classique, donc en haut, qui est en fait le fait d'extraire des paramètres d'une image, donc manuellement. Donc un scientifique qui se pose et regarde les paramètres dans l'image, ou paramètres cliniques, ça peut être aussi l'âge de la patiente, ou le type histologique. Et avec ces paramètres, donc, il va utiliser une technique statistique qui permet de classifier donc une donnée clinique. Alors par exemple, cancer, pas cancer, sur une mammographie, ou alors prédiction du risque de cancer, ou d'autres éléments. Et puis on a le deep learning. Le deep learning, c'est un petit peu différent, puisqu'on va donner en entrée un objet, donc une image, en ce qui nous concerne, une image mammographique, et c'est la machine qui va extraire les paramètres d'intérêt. Donc il n'y a pas d'élimination manuelle de ces paramètres. Alors vous entendrez beaucoup les réseaux neuronaux convolutifs, c'est ceux qu'on utilise en imagerie, donc il y a plusieurs types. Et une autre différence essentielle, c'est le nombre de données, le volume de données nécessaire. Pour le deep learning, on a besoin de beaucoup de données. Alors, je vous ai parlé de caractéristiques, on appelle ça en anglais feature, donc c'est une caractéristique d'une image, en tout cas pour ce qui nous concerne aujourd'hui, et ces caractéristiques permettent la classification. Alors, ce n'est pas toujours des caractéristiques qui sont humainement intelligibles, parfois, donc on a différents niveaux d'abstraction, comme ici par exemple vous avez les caractéristiques qui permettent à l'ordinateur de classer différents types d'images, le visage humain, les voitures, les éléphants, etc. Et ces techniques donc, de deep learning ont permis d'améliorer grandement la reconnaissance d'images non médicales depuis les années 2012. Alors ça c'est simplement l'apprentissage, je vais passer vite. Donc comment est-ce qu'on aboutit à ces résultats? Il faut apprendre à la machine à reconnaître les images. Et la plupart des apprentissages qu'on utilise l'état actuel de l'art, c'est l'apprentissage supervisé ou semi-supervisé, dans lequel on donne à l'algorithme des images annotées. Les images annotées, c'est-à-dire une mammographie, et on lui dit c'est un cancer ou c'est pas un cancer. Et ça c'est la vérité terrain, le ground truth. Donc c'est un terme que vous verrez beaucoup dans les littératures, c'est l'annotation, l'image annotée. Quelles applications donc, en imagerie du sein? En fait, si vous me suivez, vous verrez donc que vous avez compris que toute tâche de classification d'une image, ou même d'un objet, d'un dossier clinique, est donc permise par l'IA. Donc vous avez des classifications, c'est-à-dire qui sont binaires. Est-ce qu'il y a un cancer ou pas sur la mammographie? Est-ce que ça peut être de la détection, ça peut être de la segmentation. Et bon, vous avez des applications cliniques correspondantes et aussi les classifications réglementaires. Vous avez différents outils avec différents champs réglementaires. Alors, pour
pour se plonger un petit peu, je vous propose un court retour en arrière dans les années, à la fin des années 90, parce que déjà à l'époque, le CAD, donc le Computer Aided Diagnosis, fait déjà le buzz, et des résultats très, très prometteurs sur certaines publications conduisent à un remboursement aux États-Unis du CAD. Donc, c'est-à-dire, à partir de ce moment-là, il y a une dissémination très rapide de la technique qui est utilisée comme assistant du radiologue, et on déchante. Au début des années 2000, les premières grandes études montrent qu'en fait, le CAD, donc l'utilisation de cette technique, en fait, augmente le taux de rappel de manière majeure. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de faux positifs, et contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, il n'y a en fait pas d'amélioration de la sensibilité. Bon, les radiologues qui travaillent déjà bien ont tendance à travailler moins bien avec le CAD. Ça augmente bien sûr le coût de dépistage. Alors la raison de cet échec, il est probablement technique, sur l'utilisation du machine learning traditionnel, qui a quand même des performances moindres que le deep learning, et puis sur les données, probablement avec des entraînements de données qui comportent trop de cancers. Donc les machines qui sont surentraînées à diagnostiquer du cancer, et ça ne reflète pas la réalité en dépistage du cancer du sein. Alors un nouvel espoir, c'est le deep learning, avec cette compétition en 2017 qui... on regroupe, donc le principe des compétitions, c'est de regrouper des équipes internationales et de leur donner des données annotées, donc publiques, et de leur demander donc de créer des algorithmes pour une tâche précise. Donc avec ici cet article qui en découle, mais quelques années après, où on voit qu'effectivement, avec des résultats, donc des courbes ROC, on va en parler dans un instant, mais on a des améliorations avec l'utilisation de l'IA, enfin en tout cas une non-infériorité par rapport au radiologue, voire une discrète amélioration. Alors justement, ces courbes ROC, mais alors très rapides, parce que c'est un élément essentiel de la littérature. Donc c'est une courbe, on le connaît bien en radiologie, mais moins ailleurs. C'est une courbe qui permet de classifier la performance d'un classificateur binaire, donc d'un outil diagnostique. Donc cancer, pas cancer, si on demande ça à l'algorithme. Et donc il va représenter, chaque point de la courbe, c'est un point avec une sensibilité et une spécificité, donc, qui varie en fonction du seuil de discrimination de cet algorithme. Et l'AUC, R sous la courbe, c'est globalement l'air sous la courbe, et c'est une valeur uniciste qui permet globalement de dire plus elle se rapproche de 1, plus les performances diagnostiques de l'algorithme sont bons. Il faut faire attention, et ça c'est le premier point que je vous rappelle, c'est que en fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est la valeur prédictive positive, c'est-à-dire si l'algorithme nous entoure une lésion, est-ce qu'il y a vraiment un cancer? Est-ce que c'est vraiment un cancer? Est-ce qu'il faut aller plus loin, faire une biopsie ou autre? Et cette valeur prédictive positive, c'est le théorème de Bayes, donc elle dépend certes de la sensibilité de l'appareil, mais également de la probabilité pré-test. Et donc si vous avez une probabilité pré-test type dépistage à 0,8%, enfin pas tout à fait vrai peut-être, mais en gros, voilà, moins de 1%, même si vous avez une sensibilité et une spécificité de plus de 99%, votre valeur prédictive positive, c'est 1 sur 2. Donc c'est la pièce qu'on lance en l'air. Donc ça, c'est un élément important. Alors, néanmoins, depuis 2018, vous regardez dans la littérature, vous avez des grands journaux qui publient des choses intéressantes sur effectivement les performances du deep learning pour détecter les cancers du sein. Et également, c'est des nouveaux paradigmes de développement, des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en clinique, où vous avez des bases de données donc publiques. C'est intéressant comme base de développement. Sur le cancer du sein, en dépistage, où et comment utiliser l'IA? Ça, c'est vraiment la grande question. Alors, ça, c'est le schéma français, franco-français, avec effectivement un premier lecteur, un deuxième lecteur pour les clichés négatifs. Alors, où placer l'IA? L'IA, on peut l'utiliser en complément, en aide, en assistant du premier lecteur. C'est ce qui est utilisé en fait en pratique, parce que vous avez déjà des solutions qui sont disponibles. Et donc, l'IA comme assistant. On pourrait aussi imaginer remplacer un des deux lecteurs par l'IA. Par exemple remplacer le deuxième lecteur, ou alors, et c'est une voie qui est assez développée en ce moment, c'est l'IA comme triage. C'est-à-dire vous allez donner à l'IA la mammographie, et s'il y a une probabilité de normalité suffisante, eh bien, cette mammographie va être classée comme normale par l'intelligence artificielle, sinon ça va suivre le reste du chemin clinique. Il n'y a pas que l'analyse de l'image, il y a également, est-ce que par exemple telle patiente avec ce type de mammographie aura un bénéfice à avoir une IRM complémentaire, la prédiction du risque et l'utilisation dans d'autres modalités. Donc, c'est des choses qui vous seront développées dans les deux autres topos. Alors, quelle validation clinique? Ça, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui le plus. Alors, je vous prends un exemple d'une publication, Princeps, là, sur l'intérêt éventuellement du triage. Donc, l'idée de cette équipe, c'est effectivement de proposer la mammographie
à un algorithme qui va permettre de classifier comme normal, avec une sensibilité conservée, 20% des mammographies. Donc d'augmenter l'efficacité du pistage. Alors attention, ça semble très bien sur le papier, mais si vous regardez le titre, c'est une simulation. Donc vous allez avoir, c'est des études rétrospectives simulées en fonction des performances de l'humain et des performances de l'IA. Donc on va y revenir dans un instant. Alors en fait, beaucoup d'études sont comme ça. Et même les grands papiers que je vous ai montrés, c'est des études rétrospectives. Vous avez ou des simulations. Vous avez les limites du côté rétrospectif qu'on va développer. Mais même si on regarde, on fait ces synthèses de 2 études qui l'ont faites, de papiers intéressants, c'est globalement l'IA seule est globalement inférieur à un radiologue et en fait quasiment tout le temps inférieur à 2 radiologues. Le problème de ces études, c'est que c'est des bases de données qui ne reflètent pas le dépistage. Des bases de données enrichies en cancer. Vous avez parfois 25-30% de cancer sur la base de données. Donc ce n'est pas représentatif et il y a des problèmes aussi de représentativité des populations. Alors ces problèmes se traduisent aussi en réglementaire, donc c'est la même chose en Europe. J'ai donné les données qui sont publiées pour les États-Unis ou pour la FDA. Qu'est-ce qu'il faut pour donner l'agrément FDA à un logiciel d'IA aux États-Unis? Donc, eh bien, 240 patientes. Vous voyez, pour un outil qui sera diffusé à l'ensemble des radiologues. Donc le nombre, l'amplitude de ces études cette certification, c'est clairement insuffisante dans l'état actuel. Alors oui, il faut du prospectif, évidemment. Mais alors quel type de prospectif? Principalement des études randomisées, c'est ça le plus important. Il faut des cas consécutifs, évidemment. Et puis une question importante, c'est l'impact de ce que dit l'IA sur la décision clinique finale. Donc ça, on ne peut pas se reposer sur une simulation. Alors, je vous montre juste 2 résultats préliminaires qui ont été présentés au RSNA en décembre dernier. Donc, une première étude danoise où donc les chercheurs ont comparé l'état des lieux avant introduction d'un système d'IA et après. Et après introduction d'un système d'IA, ils proposaient donc de faire lire la mammographie à une machine et un système IA, et en fonction du score produit par la machine, soit avec un score... donc soit la lecture, il y avait ensuite 2 lecteurs humains, donc procédure standard, routine, soit un seul radiologue, si le score de malignité était faible. Et les résultats préliminaires, c'est que le taux de rappel est le même. Alors bien sûr, il nous manque l'important. Le deuxième versant, c'est le taux de détection, les cancers d'intervalle, etc. C'est des données qui seront, je pense, disponibles en courant d'année. Deuxième étude d'envergure, un peu plus avancée, c'est une étude suédoise, donc c'est Screen Trust CAD, où là, c'est vraiment une étude prospective avec 3 bras. Donc le premier, c'est le standard of care, c'est double lecture par 2 radiologues. Et puis il y a 2 bras, incluant l'IA, dont ce bras IA remplaçant un des 2 lecteurs. Et les résultats préliminaires qui ont été présentés, c'est IA plus radiologue non inférieur à la double lecture par 2 radiologues. Vous voyez, là, on gagne, puisque effectivement, on gagne un radiologue, et on a des performances en termes de détection qui sont non inférieures. Et il n'y a pas d'augmentation du taux de rappel. C'est-à-dire qu'il y a une légère augmentation du taux de rappel pour l'IA, mais cette augmentation est compensée par le lecteur humain. D'autres études sont en cours et on aura aussi des résultats dans les prochaines années. Alors il faudra bien sûr s'attacher à la validation externe de ces logiciels, c'est-à-dire sur d'autres populations. Est-ce que ça fonctionne à un endroit B, mais est-ce que c'est le cas dans un autre endroit? Les études de phase 4 sont importantes aussi, et le contrôle qualité. Donc, après mise sur le marché, est-ce que ces algorithmes se comportent de la même manière que les études Princeps? Alors, quelques éléments des limites de l'IA, et je pense que le plus important à retenir pour ce petit topo d'introduction, c'est vraiment un algorithme d'IA, ses performances vont dépendre de la qualité des données qu'on lui a fournies lors de l'apprentissage. C'est comme les humains, hein, si vous êtes bien formé, vous serez bon, enfin normalement, mais en revanche, si on vous dit n'importe quoi, vous direz n'importe quoi également. Donc la qualité des annotations est essentielle. Donc il y a des améliorations, mais il faut savoir que les premières études, effectivement, avaient de grosses lacunes en termes de qualité des données. Donc plusieurs lecteurs avec des gold standards, si possible, histologiques. Et puis donc, des variations importantes entre les constructeurs et entre les protocoles. Alors mammographie peut-être pas, mais si vous développez un système IA pour l'IRM, il n'y a pas 2 centres IRM qui ont les mêmes protocoles en France, en tout cas pas exactement les mêmes images, pas exactement les mêmes types d'images, donc c'est complexe
de s'adapter, et puis la représentativité de la population. Et vous voyez ici que l'essentiel des données qui ont servi à l'entraînement des grands logiciels IA, enfin pour les grandes équipes, on va dire, en recherche en IA du sein, eh bien, elles viennent de Californie, de New York, mais vous avez des régions qui ne sont absolument pas représentées des États-Unis. Alors, je ne vous parle pas des autres pays, évidemment. Donc, il y a des différences attendues dans la présentation des cancers en fonction de l'ethnie et de la localisation géographique. Alors, un des autres problèmes qui est soulevé très souvent, c'est que le deep learning, c'est une boîte noire. Et ces paramètres, donc ces features dont je vous ai parlé, ils ne sont pas toujours intelligibles pour l'humain, ils sont même rarement intelligibles. Donc on ne sait pas en fait pourquoi la machine a classé telle image comme anormale. Ça, c'est des choses qui sont... Donc il peut y avoir des biais importants. Des études qui ont montré que, par exemple, un logiciel qui essayait de détecter les pneumothorax, en fait, se basait sur la présence d'un drain pleural. Donc c'est un petit peu limité. Pareil, en dermatologie, il y a des choses comme ça qui sont effectivement qui ont été détectées après coup. Et puis, un élément essentiel, je pense, dans les prochaines études, c'est l'interaction humain-machine, dans le sens où, quand vous utilisez une IA, par exemple en triage, donc vous allez mettre de côté 20% des mammographies, eh bien, ça va enrichir en cancer, artificiellement, la pratique du radiologue qui va lire les mammographies. Donc ça va modifier complètement en fait, le paysage du dépistage. Et ça, c'est des simulations où vous n'étudiez pas ce facteur-là. C'est un facteur essentiel. Il y a une variabilité également interobservateur essentielle, enfin très importante en imagerie du sein en particulier. Donc une statistique unique comme l'AUC ne permet pas de prendre en compte ces différents éléments. Bon, en perspective, l'IA, c'est un outil qui commence à s'implémenter dans nos pratiques quotidiennes. Il y a des outils déjà disponibles. Donc ça, c'est un sondage qui montre qu'effectivement, la détection d'anomalies en mammographie, ça fait partie des applications courantes de l'utilisation de l'IA. En revanche, donc c'est un radiologue sur 3, donc c'est biaisé sur cette étude, bien sûr, c'est un sondage. Simplement, ceux qui n'utilisent pas, seulement 20% envisagent d'acheter une IA à 5 ans. Donc l'implémentation en pratique n'est pas encore, l'adhésion n'est pas encore très importante. Je passe ça. Donc il y a d'autres choses qu'on pourra discuter si vous avez des questions à la fin. Mais donc globalement, on a l'impression, et je pense, c'est une conviction aussi personnelle, que l'utilisation de l'IA en médecine, elle est inéluctable. Il y a des progrès techniques qui sont réels. Il y a un engouement aussi, vraisemblablement sociétal et médical. Donc il y a un investissement, et c'est très bien, des équipes médicales sur ce sujet. En revanche, il faut que cette utilisation soit raisonnée. Il faut qu'elle améliore le service rendu, médical rendu. Donc ça, c'est la première chose qu'on doit être amené à faire quand on utilise l'IA, c'est d'améliorer le service médical. En deuxième, ça peut être aussi d'optimiser une prise en charge, de faire gagner du temps, mais ça, c'est pas encore démontré et on n'a pas suffisamment de recul pour savoir si l'IA finalement fait gagner du temps ou pas, aux radiologues. Tout ça, l'objectif, c'est de renforcer le lien entre médecin et patient. Ça, c'est un élément essentiel. Et la validation clinique doit être robuste. Donc robuste, ça veut dire étude prospective, étude de phase 4 pour le suivi. Et un des éléments aussi essentiels pour faire adhérer les radiologues et la population générale, c'est l'interprétabilité d'un modèle. Et on a certains chercheurs qui disent, voilà, ça sert peut-être à pas grand-chose de faire des modèles qui sont ultra performants, mais on ne sait pas ce qui se passe, c'est la boîte noire, donc peut-être vaut mieux faire des modèles qui sont un peu moins performants, mais qu'on puisse décortiquer. Voilà, telle mammographie est classée anormale parce que vous avez tel élément sur l'image, et ça, c'est interprétable par l'humain, et ça permet d'interagir avec la machine. Je pense que... voilà. Merci Sébastien. Y a-t-il des questions dans la salle ? Sur le creux axillaire pour détecter une atteinte ganglionnaire ? Ouais, très bonne question. Merci de la poser. Là, je vous ai parlé de mammographie principalement, du dépistage. C'est dans le paysage de la recherche, c'est l'élément central sur lequel les résultats sont les plus avancés. Et vous avez effectivement d'autres modalités qui sont envisagées. Donc pour le creux, c'est l'échographie et l'IRM. Et donc dans ces deux modalités, vous avez des résultats effectivement qui commencent à sortir.
pour l'instant encore balbutiant. Donc sur l'échographie, c'est surtout sur le sein en fait, pas trop sur le creux. Donc ça répond pas vraiment à votre question. C'est plutôt de la classification, de la segmentation et de la classification d'images mammographiques du sein. Donc on met la sonde sur une image et ça propose une classification by Rads. Et sur l'IRM, c'est également le sein. Donc je pense que le creux, ça va suivre ces deux modalités, mais à ma connaissance, il n'y a pas encore de choses très, très claires. Merci Sébastien pour cette revue très exhaustive. Alors moi, je suis toujours un petit peu circonspecte quand on m'explique que les logiciels d'IA font avec un radiologue aussi bien que la deuxième lecture, tout simplement parce qu'en fait, aucun des logiciels actuellement utilisés, et notamment celui qui a été testé, n'inclut des critères de qualité, qui est quand même l'élément essentiel qu'on rattrape en deuxième lecture, parce que c'est le problème de positionnement. Alors peut-être qu'en Suède, ils ne regardent pas le positionnement, ce qui est quand même le gros avantage de la deuxième lecture. Mais bon. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut être assez... il y a beaucoup de choses qui sortent, beaucoup de choses qui vont dans un sens puis dans l'autre sens. On avait vu la fameuse publication de Google dans Nature au 1er janvier 2020 qui en fait a été complètement bourrée de biais et qui finalement en fait plus personne pense qu'en fait l'IA, parce que c'était la question, est-ce que l'IA va remplacer le radiologue? On n'est plus du tout à se poser cette question-là. Donc je pense qu'il faut être assez, avec un regard assez critique et assez distancié vis-à-vis de toutes ces évolutions. C'est sûr que c'est une opportunité. Après, je pense qu'il faut qu'on l'intègre, nous, dans nos pratiques. Et toi, justement, la question, c'est, toi, dans ton quotidien, est-ce que tu interagis avec des startups? Est-ce que, pour justement que, du coup, ça réponde à de vraies questions cliniques? Le creux axillaire, c'est une vraie bonne question. Après, le problème, c'est comme on n'est déjà pas très bon, en fait, en diagnostic, implémenter un logiciel d'IA, ça ne va pas être facile. Et le gold standard, oui, c'est ça. Et est-ce que finalement, parce que c'est vrai que c'est finalement ça qui va faire que, du coup, ils vont répondre à nos questions cliniques plutôt que de partir, finalement, dans la direction qui ne serait pas utile pour nos pratiques et nos patientes, surtout. Ouais. Donc, mais merci de soulever le problème de la qualité des clichés. Il y a cette question de la qualité. Donc, est-ce qu'on peut effectivement la faire apprécier par un logiciel d'IA? Il y a également la question de la densité mammaire pour avoir une évaluation on va dire, automatique de la densité mammaire dans l'idée effectivement de lisser un petit peu les différences interobservateurs. Donc ça, c'est des éléments qui sont un peu qui sont pas sous les feux de la rampe. Clairement, c'est moins c'est moins vendeur que de trouver une machine qui va détecter le cancer, mais c'est des éléments qui sont absolument essentiels parce que ça fait partie effectivement de l'implémentation de nos dépistages. Donc oui, on fait remonter ces problématiques et en tout cas à Strasbourg, on utilise une solution qui a dans ses pipelines de développement effectivement la partie qualité. Donc c'est des choses qui vont être saisies j'espère, par les industriels, mais c'est des éléments qui sont essentiels et je pense qu'effectivement ces différents modules ensemble seront complémentaires. Et alors, effectivement, ça va aider. Alors, par exemple, l'estimation de la densité, c'est des choses qui sont déjà bien établies. Et ben, c'est une donnée qui est disponible dès l'acquisition de l'image. Donc la technicienne ou le technicien peut effectivement envisager, positionner le patient en échographie ou pas si la densité est élevée, donc avoir un critère objectif, et ça peut effectivement aider dans le workflow au quotidien. Donc c'est des petites choses mais qui sont essentielles, et pour l'estimation du risque, évidemment, c'est essentiel. Donc oui, il ne faut pas se concentrer sur la détection, qui est souvent biaisée, mais sur l'intégration aux différents éléments. Ouais. Merci pour cette question. Juste pour compléter ton propos, vous savez qu'il y a eu pas mal de papiers qui sont sortis concernant la détection des calcifications dans les mammographies et du risque cardiovasculaire qu'encourent les patients. Donc l'idée, c'est d'essayer, en lisant une mammo, de dire attention madame, vous avez un risque cardiovasculaire donc peut-être une prise en charge. Tu dois en parler peut-être? Alors juste, non, je ne vais pas rentrer là-dedans. Simplement, donc, on est en train de travailler avec une boîte française, justement, pour essayer, parce que là, une thèse a été faite dans notre centre sur le sujet, et donc on essaie d'utiliser l'IA pour la détection, justement, de ces calcifications vasculaires, pour avoir un argument objectif du risque cardiovasculaire pour les patients. Donc c'est un des exemples d'application. Parenthèse fermée, je voudrais savoir, en fait, est-ce que, de par la facilité de l'IA et à analyser les images, est-ce que l'IA, par exemple, dans la tomosynthèse, n'a pas vraiment un vrai rôle à jouer? Et je sais que nous, dans l'utilisation pratique, c'est ce qu'on utilise surtout.
c'est surtout en 3D, on utilise l'IA. Et donc, évidemment, on pourra décliner aussi sur l'IRM, en particulier sur les rehaussements matriciels et autres. Mais quel est ton point de vue là-dessus C'est un peu l'expérience clinique que j'ai aussi, effectivement, puisque l'IA, disons, va sélectionner une slice, donc un niveau de coupe, et effectivement va attirer l'attention sur un endroit dans le sein. Donc oui, c'est une réponse aussi à l'augmentation des données qu'on a à gérer en tant que radiologue, en termes de séquences, en termes de volume d'acquisition. Donc c'est une belle piste pour aider au quotidien, oui, tout à fait. Et la deuxième chose importante aussi, je pense que c'est à visée de formation des internes, donc avoir potentiellement utiliser l'IA comme un outil de formation. L'IA détecte des choses, avoir un retour sur ce qu'a vu l'interne, et éventuellement pouvoir lisser un petit peu les performances de radiologues non experts, mais vraiment visiblement, d'après ce qu'on voit au quotidien, en tout cas, je réinsiste, on n'est pas du tout à une période où l'IA pourra remplacer le radiologue. Ça, c'est absolument hors de propos. Il y a beaucoup trop de faux positifs. Il y a besoin d'un humain dans la boucle pour que ça se passe bien. Donc, sinon, c'est catastrophe. Et si on utilise l'IA, puisqu'on en parle beaucoup, comme triage des mammographies, est-ce qu'il y a des réflexions sur le plan médico-légal pour les mammographies qui seront classées? Oui, tout à fait. Parce que effectivement, ça c'est dans des études cliniques, mais est-ce qu'on est prêt à implémenter une lecture par une machine uniquement sans regard de l'humain? Je pense qu'on en est aussi très loin. C'est des bonnes idées, et ça aussi dans notre pratique, il y a un champ effectivement pour les mammographies normales qui seraient négativées par l'IA. Ça marche bien. Il faut fixer les seuils. Effectivement, il y a tout un travail de seuil, et c'est ça le plus important finalement. Mais est-ce qu'on est prêt à le faire, et quelles sont les responsabilités s'il y a un problème? Là, pareil, ça reste encore du domaine de la recherche. Donc, pour l'instant, ce que je vous ai présenté, c'est des études et aucune implémentation en routine dans le dépistage. C'est des projets et des études prospectives intéressantes qui sont effectivement riches en enseignements, mais pour l'instant, il n'y a pas de centre qui utilise effectivement ce triage en première ligne, et ça va mettre du temps, je pense, si c'est le cas, à s'implémenter, parce qu'il y a des réticences évidemment réglementaires et autres. Je voulais te féliciter pour la qualité de ton topo et de Merci. tes images et de tes dessins. Et j'ai juste une question. Quand tu disais l'IA va sans doute changer la relation radiologue-patient, comment tu vois les choses? Alors ça, c'est aussi des choses qui sont extrêmement importantes, mais qui sont complètement passées sous le manteau. Déjà, effectivement, est-ce qu'il faut prévenir les patients quand on utilise un outil d'IA? Alors, réglementairement, il n'y a pas d'obligation absolue réglementairement, puisque effectivement c'est le radiologue qui fait le diagnostic. On n'est pas dans le cadre du triage, donc effectivement. Mais je pense qu'il faut le faire. Je pense qu'il faut effectivement sensibiliser. Il faut que ça figure sur le compte rendu. Et il faut éventuellement en parler. C'est des éléments importants. Donc l'échange avec la patiente sur l'utilisation d'une IA est essentiel pour sensibiliser un petit peu les gens à ce problème. Et puis l'objectif doit quand même être effectivement de libérer du temps et de recentrer sur la patiente, voilà, de passer plus de temps avec la patiente, plus d'explications, prendre plus de temps pour l'annonce, etc. Donc ça doit être un objectif clinique, et pour l'instant, malheureusement, en termes de gain de temps, on n'a pas vraiment d'études qui disent, voilà, si vous utilisez l'IA, vous allez gagner du temps et passer plus de temps avec votre patient. Donc c'est pas encore des choses qui sont... c'est une très belle idée, là encore, mais voilà, ça reste encore à concrétiser. C'est un objectif. En cas d'erreur de triage par l'IA, qui en est responsable? Le constructeur de l'IA, de l'algorithme, ou le radiologue, ou... Il y a, en fait, c'est un petit peu le souci de ces IA parce que, effectivement, théoriquement, un outil d'IA doit être, ses performances doivent être les mêmes. Et il est vendu avec des performances, et ces performances doivent être standardisées sur l'ensemble des utilisateurs. Mais de plus en plus, on a des outils qui vont apprendre en même temps qu'après la mise sur le marché. Et donc là, ça pose de vrais problèmes, effectivement, sur des centres où l'apprentissage ne serait pas de bonne qualité, où les performances se dégradent. Et donc, c'est des questions réglementaires. Donc il y a des gros blocages, effectivement, et c'est heureusement sur qui est responsable et comment évaluer le contrôle qualité de ces outils. Parce que le contrôle qualité prend du temps.
Et ça c'est clair. Donc c'est très chronophage de faire le retour sur ce qu'a dit l'IA et puis ce qu'il y a de vrai en fait sur les résultats des biopsies. Donc c'est des choses qui sont aussi parfois pour certains centres hors de portée en termes d'investissement. Donc il y a des vrais problèmes sur le côté responsabilité. Exactement. Beaucoup de questions et pour l'instant des idées mais pas de... Bon, merci beaucoup. Voilà. Je crois que c'est un sujet passionnant et merci à nous d'avoir bien fait comprendre tous les espoirs et les enjeux et limites. Alors, on va passer à la communication suivante, les nouveaux outils de l'IA en anatomopathologie, par le docteur Marie-Pierre Chénard. Bonjour à tous. Je travaille avec Carole Matelin en tant qu'anatomopathologiste au CHU de Strasbourg. Je vous fais ce topo aujourd'hui sans avoir forcément une très grande légitimité qui viendrait du fait que j'ai beaucoup utilisé l'IA, mais je vais quand même essayer de vous brosser un tableau de où on en est à... C'est moi qui dois mettre le truc en route, c'est ça ? Ah, voilà. De où on en est en anapath sur cette problématique. Donc, en fait, en anapath, on a, on va dire, un sacré retard par rapport à d'autres disciplines médicales, et je ne vais pas du tout pouvoir, comme Sébastien, donner beaucoup d'études avec un recul. On en est un peu au tout début, et ceci est lié à deux faits. Le premier, c'est que d'origine, on n'a pas de numérisation des lames. Et la deuxième partie, c'est que l'accueil par les pathologistes était assez mitigé, parce que pour nous, la démarche diagnostique en anapath, elle est vraiment complexe. Elle intègre de nombreux paramètres dans le contexte clinique, et là, on ne voit pas trop comment l'intelligence artificielle pourrait aller jusque-là. Il y a des craintes médico-légales qui est responsable. Il y a même une peur, comme parfois, du grand remplacement de l'anapath par l'intelligence artificielle. Et en réalité, depuis 5 ans maintenant, on voit quand même un intérêt croissant se dessiner, et il y a quelques structures qui ont commencé à mettre le système en place. Donc la situation actuelle autour de tout ça, et qui justifie qu'on s'y intéresse, c'est que l'activité en anapath est vraiment de plus en plus complexe. Il y a une flambée des biomarqueurs par immunohistochimie qui nécessitent des quantifications qui sont pénibles, longues, chronophages. Et le nombre de pathologistes qui est en baisse est insuffisant pour faire ce travail correctement. Donc on recherche avant tout des assistants pour ces tâches répétitives ou chronophages. Alors, comme je l'ai dit, pas de numérisation à la base. En fait, la première étape et le prérequis absolu pour l'utilisation de l'intelligence artificielle en anapath, c'est la numérisation systématique des lames en routine. En fait, elle implique une réorganisation vraiment complète des laboratoires. Elle ajoute une étape technique qui est... On doit faire notre technique de base avec nos lames comme auparavant, et une étape supplémentaire de scanning des lames. Et ce scanner de lame, il exige d'avoir une qualité de lame extraordinairement bonne pour ne pas rejeter la lame et devoir la refaire. Donc le préanalytique doit être mieux maîtrisé qu'il ne l'est actuellement. Il y a aussi un changement complet d'ergonomie pour les médecins, mais qui va avoir de nombreux avantages qu'on commence à bien comprendre maintenant. Plus de flexibilité, travail à distance possible de son labo de recherche ou de la maison le soir, accès aux images. Des télé extemporanées, si on est sur plusieurs sites, des partages d'images avec le collègue du bureau d'à côté sans se déplacer, ou avec l'interne, ou à distance, et ça c'est précieux, les seconds avis dans des structures de référence, la formation des internes, et puis bientôt, on l'espère, l'amélioration de la précision des diagnostics par les algorithmes. Alors le coût d'une telle installation, c'est de 1 à 1,5 million d'euros. Et ça intègre les scanners de lame, système de gestion des images, espace de stockage des images. Il faut juste se rendre compte qu'en anapath, une lame, ça pèse 1 gigaoctet, ce qui doit être à peu près 10 fois ce que pèse une image en radio. Et donc, c'est quand même un frein au déploiement, vu que les hôpitaux sont plutôt pauvres.
Alors l'étape suivante, ça va effectivement, une fois que ces lames numériques sont dispo, l'utilisation d'algorithmes d'apprentissage et de reconnaissance d'images qu'on va devoir développer, si on est intelligent, en collaboration avec des data scientists et pas les laisser faire tout seuls. Mais après, ces outils auront un coût additionnel, ce n'est pas compris dans le 1,5 million. Ça, c'est une petite carte de France qui vous permet de voir où on en est, quels sont les sites équipés. Et vous voyez qu'il y a encore des déserts en numérisation et intelligence artificielle. Alors, tout a commencé au Kremlin-Bicêtre, à l'APHP Paris en 2018, où Catherine Guettier a eu le courage de se lancer dans l'intelligence artificielle, enfin, dans la numérisation et avec l'intelligence artificielle au bout. Elle a été suivie ensuite par le CHU de Rennes en 2020, et ça a été longtemps les 2 seuls centres équipés. Les autres regardaient de loin avec une certaine méfiance. Et puis maintenant, regardez, depuis 2021 et jusqu'à maintenant, tous les points bleus sont les nouveaux sites en train de s'équiper, pour certains déjà pas mal avancés. Le site le plus récent est sans doute le nôtre, parce qu'il a pu bénéficier d'argent qui a été donné par l'Union européenne, un fonds européen de développement régional, par le biais de l'ARS Grand Est. Et donc, ça s'appelait un projet hôpital du futur auquel j'ai posé ma candidature, et j'ai eu 1,5 million d'euros pour mettre en place la pathologie numérique dans le labo. Donc, d'autres structures aussi se sont installées en privé, ont installé le numérique. Cerba, qui est déjà à 100%, Praxea, CIPAT, Medipat, qui sont en démarche plus ou moins avancée. Alors le type d'apprentissage, Sébastien a fait un tellement beau topo que je n'ai pas besoin de reprendre ça à fond. C'est les mêmes apprentissages, les mêmes modes que pour la radio ou pour d'autres disciplines. Il y a l'apprentissage machine learning où l'humain apprend à la machine à résoudre le problème avec les critères propres à la NAPAT, la taille des cellules, leur forme, etc. Et l'algorithme va chercher à reproduire cette démarche. Et c'est donc souvent un apprentissage supervisé avec des corps d'entraînement qu'on présente au programme, annotés par le pathologiste. Et puis le deep learning, donc la machine crée elle-même les algorithmes à partir d'éléments constitutifs de l'image que nous ne voyons pas, que l'œil humain ne peut pas voir. Et donc souvent c'est de l'apprentissage non supervisé. Donc pas d'annotation des données qui sont soumises, et l'amélioration viendra avec la quantité de lames numériques fournies à l'algorithme. Alors juste une petite photo pour montrer l'approche machine learning, donc simple. Ça va être la NAPAT qui va entourer les mitoses. Donc une mitose, c'est une tuméfaction de la cellule, une condensation irrégulière du noyau, un noyau qui se divise. Toutes ces images sont entourées. Et puis c'est soumis après à l'algorithme, et le résultat va dire ça, c'est une mitose, ça pas. Et l'approche deep learning, on va donner 2 coupes, enfin là c'est l'exemple de 2 coupes avec un cancer. Il se débrouille tout seul pour dire si c'est un cancer de bon ou de mauvais pronostic. Donc la première façon de faire, c'est juste un scoring, la deuxième, c'est une classification. Alors, la pathologie mammaire, elle s'applique particulièrement bien à vouloir déployer l'intelligence artificielle parce que les tumeurs mammaires sont fréquentes et les enjeux théranostiques sont majeurs. Donc, on va voir 2 approches fonctionnelles. L'une, c'est de pouvoir reproduire une tâche spécifique selon l'état de l'art pour la transférer dans le workflow de la routine clinique. Et l'autre, c'est une approche probablement à plus long terme et sur laquelle on peut se poser des questions, c'est de prédire à partir de données complexes des paramètres actuellement non accessibles à l'observation classique. L'approche fonctionnelle, des exemples, c'est c'est que l'algorithme va prélire des lames et les trier par degré d'urgence. Il va présenter à la NAPAT d'abord les cancers et les fibroadénomes, c'est moins urgent. Détecter et entourer des zones d'intérêt pour que la NAPAT soit d'emblée guidée sur celles-ci. Grader les tumeurs, compter les mitoses, ça fait partie du grading, identifier des petites angio-invasions, les petites métastases ganglionnaires, différencier carcinomine située et infiltrant, et puis cette fameuse quantification de ces nombreux marqueurs pronostiques et prédictifs, les récepteurs HER2, Ki67, PDL1, maintenant aussi dans le sein. Donc là, ce sont des algorithmes d'aide au diagnostic, avec à la clé un gain de temps
pour le pathologiste, puisqu'on lui met le nez sur ce qu'il doit regarder, mais qui obligatoirement nécessite une validation. Il n'est pas question que l'algorithme soit injecté dans le diagnostic tout seul. L'autre approche, c'est de prédire à partir d'une simple lame HE une réponse aux chimios néoadjuvantes, extraire des facteurs pronostiques prédictifs, prévoir le risque évolutif d'un in situ vers un invasif, prédire finalement les signatures moléculaires à partir d'une lame HE. Ça, c'est prédiction pronostique, theranostique, anomalie moléculaire. C'est vraiment à l'étude, mais c'est loin, loin, loin d'être validé, mais c'est malgré tout prometteur. Alors voilà juste des noms de firmes qui vendent de l'intelligence artificielle pour l'ANAPAT. En bleu, vous avez celles qui font essentiellement les biomarqueurs, récepteurs et tout ça, leur quantification. Les autres sont celles qui vont faire des aides sur le diagnostic, in situ infiltrant, etc. Et éventuellement déjà pronostic et prédictif. Alors, la plupart sont validées maintenant, c'est IVD ou FDA. Et il y a 2 petites start-up de développement d'intelligence artificielle en pathologie mammaire française qui sont vraiment intéressantes. C'est Prima qui a sorti un algorithme Cléo cancer du sein, qui est un outil de premier screening pour le pathologiste, qui va compter les mitoses, faire le grade, les métaganglionnaires, les microcalcifications. Et le gain de temps attendu, quand cet outil est passé avant l'ANAPAT, c'est 40%. Donc c'est déjà déployé dans quelques structures de la PHP, hein, et a priori ça aide, les ANAPAT sont contents. Et puis il y a une société qui s'appelle IMSTAR qui fait des algorithmes de quantification pour les biomarqueurs qu'on a utilisés en tout cas à titre d'étude au CHU et qui me paraissent intéressantes aussi. Donc alors les scorings par l'intelligence artificielle des biomarqueurs, ils sont calqués sur la manière dont l'ANAPAT travaille, c'est-à-dire il va avoir des biopsies sur l'HE, il va faire un diagnostic de cancer. Si c'est un cancer in situ, pas de biomarqueur. S'il est invasif, l'ANAPAT va pouvoir commander rapidement des immunomarquages qu'il aura le lendemain. Et l'algorithme, donc ils seront soumis à l'algorithme, et l'algorithme va extraire de l'HE le score des mitoses pour le grade, et il va lire les Ki67, RERP, HER2, selon les règles de positivité et de négativité qui sont affichées, par exemple pour ER, moins de 10% de cellules marquées ou plus, HER2, les différents groupes. Et vous voyez, les workflows de lecture sont affichés très courts, 1 minute pour lire un HE et faire le grade, Ki67 et tout ça, 1 minute, HER2, 2 minutes. En 4 minutes, l'algorithme, il a fait tout ça, alors que moi, je vais passer une demi-heure pour faire tout ça bien, peut-être sauf les RERP qui sont plus ou moins en général, mais le reste peut être lourd, surtout HER2. Donc ça c'est par exemple un algorithme qui est fourni par Triba et qui permet ces données-là. Alors, je ne fais pas de pub pour eux, il y en a d'autres qui vont certainement le faire aussi, mais c'était joliment expliqué, donc j'ai pris celui-là. Ça c'est des algorithmes de comptage de Ki67, juste pour vous montrer que ce qui est montré, ce qui est vu sur les écrans par le pathologiste, le modèle est toujours le même, mais ça peut sortir comme avec Visiopharm en bleu, en rouge pour les mitoses, en bleu bien pétant pour les cellules qui ne sont pas en mitose. Les algorithmes entourent les champs qui sont comptés. À droite, vous avez Roche qui a aussi son algorithme, et donc eux, à partir de la lame, ils vont mettre un point jaune sur les cellules positives, un point noir sur les négatives, et le stroma ne sera pas marqué. Et il vous donne, vous entourez votre zone qui vous intéresse et vous avez votre pourcentage tout de suite, que bien sûr, il faut quand même regarder et trouver que ça colle ou pas. Et puis parfois, de jolies images qu'on peut avoir, qui sont permis par ces algorithmes, c'est d'avoir une heatmap, donc une cartographie dont le degré, dont les différentes couleurs sont corrélées à des degrés d'expression. Et par exemple, on voit que sur l'image totalement à droite, on a en rouge, on a les zones qui dépassent 30%, donc celles qui sont indicatives éventuellement d'un besoin, peut-être pas tout seul, mais de chimiothérapie, d'une indication de chimio, et donc l'ANAPAT va être guidée sur ces zones-là.
Alors, j'ai une petite expérience personnelle qui justifie peut-être que je sois là pour ces histoires et par rapport à une question qui a été posée avant, comment on contrôle la qualité de tout ça. Nous, enfin, on a une petite collaboration en Anapat avec cette société Imstar qui bosse aussi avec Nordic UC. Chez moi, dans le labo, se trouve le site de contrôle qualité français, la FACAP, avec son équipe médicale et de techniciens. Et je participe toute l'année, je prépare à peu près 30 cas par an, 30 TMA, comme celui que vous voyez ici, avec des anticorps qu'on veut valider pour voir si tout le monde les fait bien. Et là, c'était Ki67, et sur cette lame, il y a une amygdale, un cancer du sein, une tumeur neuroendocrine. Et donc, nous, les experts à NAPAT, on avait mis un cancer du sein avec 12 à 15% d'index de prolifération, avec un consensus d'experts par eyeballing, comme on fait de nos jours. On regarde et puis on dit, ouais, c'est ça. Et puis, sans outils. Et donc, on a simplement envoyé des lames blanches aux anapathes et on leur a demandé de faire leur technique du laboratoire, de leur envoyer, mais aussi de dire comment ils lisent leurs résultats. Donc là, on fait à la fois un test technique et un test de lecture. Sur le test technique, on a vu que seuls 57% des participants, qui étaient de 58, ont vraiment fait une technique parfaite, c'est-à-dire entre 12 et 15% comme attendu. Les autres étaient une technique plutôt moyenne ou insuffisante. Là, il faut qu'ils améliorent la technique, ça c'est sûr, et on leur donne des guides, parce que ce n'est pas un algorithme qui va rattraper la technique qui n'est pas bonne. L'algorithme, il lit ce qu'on lui donne. Et puis, à droite, vous avez un petit schéma qui, c'est à droite pour vous aussi, qui montre la lecture, c'est-à-dire parmi ceux qui ont bien fait entre 12 et 15, regardez, il n'y a qu'une partie des gens qui se sont bien lus, ceux qui sont entre les barres vertes. Il y en a qui se sont surlus, il y a quelqu'un qui a lu 35%, il y en a qui ont lu 5%, proche de 5%. Donc il y a des problèmes de lecture, et la concordance entre la lecture par les pathologistes participants au test et les experts, elle n'est finalement que de 54%. Donc, on a soumis ça à l'algorithme de Imstar, qui a analysé toutes les lames qui donnaient les bons résultats. Donc les lames des 57%, c'était ça, je crois, de pathologistes qui avaient bien fait. Donc c'est des lames, chaque lame a un autre protocole sur une autre machine avec un autre anticorps, on va dire. Et donc la machine a analysé tout ça, et la concordance donc des lectures pour ces cas qui avaient été bien faits était cette fois-ci de 89%. Et il s'est avéré que l'outil arrivait parfaitement bien, après des réglages techniques, à s'adapter aux variations techniques des marquages immunos et aux contre-colorations qui diffèrent selon les laboratoires. Donc, c'est vraiment pas pour dire que ça remplace complètement, mais ça a des capacités, en tout cas là on a pu le voir, qui sont importantes. Et deux des cas qui étaient discordants, l'un était vraiment dû à un bruit de fond qui était gênant et qu'on devait de toute façon dire que ce n'est pas une bonne technique, et l'autre a une contre-coloration qui faisait que les noyaux étaient quasi invisibles. Alors ce qui est aussi intéressant, quand on regarde comment l'algorithme fonctionne sur notre prélèvement, nous, en eyeballing, on va regarder les différentes zones, on va dire oui, la zone 2, il y a peut-être un petit peu plus d'activité mitotique que les autres, on va faire vaguement, elle représente 2/3 du truc, etc. Mais ça reste le nombre de noyaux qu'on analyse vraiment, c'est plutôt une analyse c'est un noyau sur 10 ou deux noyaux sur 10. Et l'algorithme, il entoure les différentes zones, en 4 zones ici, il fait ça tout seul, et puis il calcule, il regarde un certain nombre de noyaux, et finalement, regardez combien de noyaux totaux il a analysé, 4002, plus 17000, plus 633, plus 500. Disons que nous, l'œil est incapable de faire ça, donc il a trouvé un index à 15,4%, donc ce qui est à la valeur haute de ce que les experts disaient, et on a pu conclure quand même qu'il y avait une bonne concordance avec le score visuel des experts, un bénéfice d'une statistique importante sur un grand volume de cellules, et l'obtention de l'index par zone sélectionnée dans les cas hétérogènes. Ça peut être intéressant d'avoir une moyenne de 15%, mais une zone qui dépasse 30%, par exemple, ça peut avoir un impact sur la thérapeutique.
On a fait un peu la même approche avec toujours cette firme sur un test de lecture HER2, c'est-à-dire cette fois-ci, c'était dans le cadre de HER de l'eau, puisque vous le savez peut-être, il y a un développement récent d'une nouvelle drogue ADC qui s'appelle trastuzumab deruxtecan, par lequel on peut traiter cancer du sein métastatique HER2 faible, c'est-à-dire les cas qui expriment HER2 avec soit un score 1+, ou 2+ en immunohistochimie et non amplifié en hybridation in situ. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de thérapie. Donc maintenant, les ANAPA doivent bien arriver à détecter ces scores faibles et les séparer des négatifs. Et donc, on a fait un test où on a fait des images scannées de 13 cancers du sein avec différentes expressions d'HER2. Et il y a eu 33 inscrits à ce test qui ont lu ces lames. Et là, vous voyez un petit peu, il y avait là-dedans deux vrais cas de score 0, 6 cas de score 1+, les plus difficiles, et 5 cas de score 2+. Donc les 33 pathologistes les ont lus et la concordance globale était de 71%. Voilà. Et il y avait surtout 12% de faux négatifs, c'est-à-dire ce sont les cas qui, dans les scores 1+, dans les 6 barres du milieu, sont bleus, c'est-à-dire que les gens les ont lus en négatif. Donc ça fait quand même 12% de faux négatifs. Et l'algorithme d'Instar avait une concordance globale de 93% et pas de faux négatifs. Donc, quelque part, sans beaucoup d'entraînement, puisqu'on a fait peu de modèles comme ça, en fait, à la base, ils nous ont dit, donnez-nous un vrai score 0, un vrai score 1+, simple, homogène, et un vrai 2+, et à partir de là, ils se sont débrouillés pour leur classement. Alors, ça n'est qu'un petit test, il n'y a pas plein de gens qui l'ont fait, mais je trouve que fait dans un centre d'assurance qualité, ça a une certaine valeur. Alors maintenant, on passe... J'espère que je vais faire vite, aux données pronostiques et prédictives. Et là, il y a les tests. Donc là, on est vraiment surpris de ce qui arrive sur le marché. Des algorithmes qui visent à prédire le risque de rechute d'un patient avec un cancer du sein RE+, HER2-, à partir de la simple analyse d'une lame standard numérisée par Hawkins. Et donc, voilà, ça a été un travail de collaboration avec l'Institut Gustave Roussy. Des résultats préliminaires montrés à l'ESMO. L'avantage, c'est que ça serait moins coûteux que les signatures moléculaires, des résultats rapidement disponibles, une démocratisation à l'accès de la médecine de précision. Et pareil, un autre travail, toujours sur Hawkins, sur les cas de cancer triple négatif, avec une prédiction possible de la réponse future à une chimiothérapie néoadjuvante, donc sur les biopsies des personnes en utilisant l'intelligence artificielle. Et ça a été fait par des études fédérées sur 4 sites gros hôpitaux qui ont fourni, donc qui ont permis de nourrir les modèles de deep learning, voilà, avec des importants datasets, et tout ça en respectant comment on dit, que les données n'ont pas été rendues publiques. Un dernier article très intéressant de collaboration entre l'Institut Curie et un service à Tel Aviv sur l'algorithme Galen-Brest de la société Ibex, où ils ont analysé 51 caractéristiques mammaires, un set de validation interne très large, et puis comme validation externe, 436 biopsies mammaires qui ont été soumises en aveugle aux algorithmes, confrontation au diagnostic des patients. Si utilisé en première lecture, excellente sensibilité et spécificité pour le diagnostic, et utilisé en deuxième lecture, rattrapage de 11 cas discordants avec des petites erreurs, micro-invasions pas vues, etc. Donc cet algorithme pourrait permettre de guider le travail du pathologiste par un pré-screening et dans un deuxième temps, valider l'interprétation par une seconde lecture. Je vais passer sur ces petits problèmes qui vont en devenir un. Et pour ma conclusion, c'est que l'intelligence artificielle, c'est une option très attractive en ANAPAD pour augmenter l'efficacité des évaluations réalisées dans nos laboratoires. Il faut d'abord qu'il y ait quand même la numérisation complète des laboratoires qui est limitée en France. Les algorithmes d'aide au diagnostic vont nous faire gagner du temps sur des activités répétitives chronophages, mais devront néanmoins être validés et intégrés avec les données cliniques.
les algorithmes prédictifs sous condition de leur validation stricte par des études prospectives multicentriques vont conduire peut-être à terme à réduire la place de techniques comme l'immuno et les analyses moléculaires, très coûteuses, en permettant leur détermination sur une simple lame hachée. Preuve à apporter quand même. Les pathologistes ont intérêt à s'impliquer dans la construction et la validation des algorithmes de façon à avoir un outil pour le pathologiste créé par le pathologiste, sachant que la napath est une discipline dynamique et évolutive qui intègre régulièrement des grandes avancées. Je crois qu'on va y arriver et que les futures générations de pathologistes devront être parfaitement formées à ces techniques numériques et d'intelligence artificielle, sans pour autant perdre de vue que le pathologiste doit absolument rester le garant du diagnostic, responsable de la validation et de la mise en pratique. Et pour ça, il faut quand même qu'ils apprennent encore la napath de la vieille façon pour qu'ils soient capables de dire ben non, l'algorithme, il se trompe, moi je sais que... Alors s'ils apprennent qu'avec l'algorithme, ça va être compliqué. Mais ils feront, je pense, ils feront bien. Voilà. Merci au professeur Chenard, c'était vraiment passionnant. Alors, question très basique. Qui dit numérisation dit lecture sur écran. Pour nous, radiologues, on est habitués, c'est une obligation, mais pour vous, est-ce qu'il faudra un apprentissage? Est-ce qu'il n'y aura pas des réticences de la part de vos collègues? Alors, on est entraîné un petit peu à cause des cas de second avis et de la période Covid, où on pouvait plus se déplacer dans les centres experts pour montrer les lames complexes. Et les gens ont appris à faire scanner les lames et à les partager sur des écrans. Donc, la plupart d'entre nous ne sont pas réticents à ça. Donc, vous avez parlé au début de votre présentation du retard que vous aviez par rapport aux radiologues, mais j'ai l'impression qu'à l'arrivée, vous aviez pris beaucoup d'avance. Peut-être que la napath est plus prédisposée à l'IA. Et ma question est d'ordre plus général. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'IA est un outil RH pour gérer le problème du manque de napath en France, non seulement en nombre, mais en répartition sur le territoire? Donc, est-ce que ce n'est pas un développement politique qui est choisi par certains gros laboratoires? Disons, si c'était vraiment un développement politique, on nous aiderait à numériser les labos quand même. Il n'y a pas de politique nationale dans ce sens-là. On doit se débrouiller et moi, je suis sûre que je n'aurais pas eu cet outil sans le projet FEDER par mon hôpital qui est... celui qui a le plus de dettes en France. Chaque fois que je veux un truc à 1 000 €, je ne peux pas l'avoir. Donc, oui et non. Mais enfin, quelque part... Parce que vous avez parlé de beaucoup de laboratoires privés. Oui. Vous avez parlé beaucoup de laboratoires en privé qui, eux, apparemment, mettent des moyens parce que c'est peut-être une solution pour eux. Oui, alors c'est vrai qu'il faut dire que ce retard, ce monde d'anapath pauvre en anapath formé, c'est vraiment un vrai problème. Et si on arrive, en déléguant les tâches simples et en les validant quand même proprement, à gagner du temps sur les cas complexes, les intégrations cliniques, quelque part, je veux dire, si l'équipe reste stable et n'augmente pas, parce que moi j'aurais besoin de 5 anapath pour faire le volume de mon labo, s'il y a une machine vraiment rôde et validée qui fait 30% du boulot de prélecture, ça aidera quand même. Bien sûr. Voilà. Une dernière question. Oui. Prospective. C'est-à-dire que dès qu'une lame de verre est terminée, au lieu d'être amenée chez le pathologiste, elle est scannée et les lames de verre sont rangées immédiatement. Et donc on va travailler entièrement avant. Ce sera un outil de... Enfin, là je ne parle pas de l'intelligence artificielle, mais la numérisation va être le seul moyen de lecture. Enfin, en tout cas, dès on va bien sûr commencer par les petites biopsies, on va faire ça au fur et à mesure. En une année, on a comme projet d'arriver à la numérisation complète. S'il y a des médecins qui disent « Ah non, mais moi je veux garder mon microscope », on ne va pas y arriver, parce que là, on ne pourra rien faire bien. Donc, toute l'équipe est d'accord. Merci. On va passer à la dernière présentation. Donc, je vais demander à Isabelle Thomasin de nous parler de la prédiction du risque. Alors, je ne sais pas si ce qu'il faut dire, c'est par l'IA, de l'IA. Tu vas nous expliquer, Isabelle. Et quelle information puis-je donner aux patients? À toi. Alors, on est à Lille, mais c'est vrai que j'ai vraiment centré mon topo sur la prédiction du risque de cancer du sein. Je ne parlerai pas des prédictions de risque cardiovasculaire qui en a parlé tout à l'heure. En fait, Jean-Yves en a parlé tout à l'heure.
C'est vrai qu'à Lille, on ne peut pas faire une petite introduction vu c'est un des moteurs en fait cette ville-là en fait autour de cette thématique-là. Donc il y avait déjà beaucoup à dire en fait sur la production du risque de cancer du sein par l'IA. Et j'ai bien corrigé donc par l'IA et non pas de l'IA comme c'était écrit. Et donc les questions qui m'étaient posées, c'est est-ce que vraiment on peut faire ça aujourd'hui en 2023 ? Et je pense plus largement, et j'ai un petit peu ouvert au-delà de ces logiciels de prédiction du risque, quelle information puis-je donner à la patiente. Et vous allez voir que c'est pas si simple, mais qu'on a quand même pas mal de choses maintenant qui commencent à sortir pour aider le clinicien tous les jours. Donc très rapidement et pour placer un petit peu le topo, comme vous a expliqué tout à l'heure en fait Sébastien, il y a deux grands types en fait finalement de logiciels. Il y a les logiciels qu'on dit supervisés qui sont ceux qu'on a les premiers utilisés et on les a utilisés de trois façons. C'est ce logiciel où du coup le logiciel dit cancer, pas cancer, détecte et puis essaye de caractériser ce qu'il détecte. Et c'est vrai que historiquement, dans un premier temps, on a eu des études où on a comparé l'IA aux radiologues, donc c'est la fameuse théorie du remplacement. Et puis on s'est aperçu en fait finalement que l'IA de façon tout à fait étonnante ratait des énormités, ce qu'on appelle les éléphants. En fait c'est des énormes cancers, on se dit mais c'est pas possible qu'il le voit pas, là, il nous détecte des trucs qu'on passerait bien, puis alors les autres machins ils détectent pas, on n'a toujours pas compris bien pourquoi, mais c'est comme ça. Ensuite donc en fait on avait passé sur des études où on a regardé finalement quelle était la valeur ajoutée de l'IA au radiologue, donc c'est ce qu'on appelle le radiologue augmenté. Et ça, c'est vrai que là, toutes les études ont concordé pour dire qu'un radiologue avec IA est plus fort qu'un radiologue sans IA. Et ça, on est tous à peu près d'accord pour dire qu'il faut que le radiologue apprenne à utiliser l'IA comme il apprend à utiliser des outils finalement dans son quotidien. Et puis, plus récemment, et ça, moi, je pense que c'est vraiment une des pistes qui va être les plus prometteuses, c'est de dire que finalement l'IA peut se placer pour, on l'a un petit peu expliqué aussi en anapath, et c'était exactement la discussion, il y a des cas qui sont très simples, ça on le sait dans notre quotidien, on prend, parce que c'est vrai que c'est le cas simple que quand l'interne dit « Ah ouais, c'est très simple, je suis capable de dire non », c'est vrai que ça va très vite, probablement il n'y a pas besoin qu'un super senior passe du temps en fait à faire cette interprétation, et donc de trier finalement une certaine proportion de cas dans lequel on n'aurait au moins pas besoin de deuxième lecture, ça on en est sûr. Après, le remplacement tel quel, c'est-à-dire l'IA interprète, là, il y a deux choses sur lesquelles on peut se baser. D'abord, les études auprès des patientes. Il y a eu des études importantes qui ont demandé aux patientes est-ce que vous serez OK pour que ne plus avoir de lecture humaine et que finalement ce soit un logiciel qui interprète vos examens. Et la réponse est clairement non. Donc en fait, d'abord, la population et les femmes ne sont pas prêtes à avoir une interprétation par un algorithme. Et puis en fait, surtout, c'est pas facile hein, quand on regarde la résultat de cet algorithme, c'est des chiffres. Moi, quand une patiente, et on va l'aborder tout à l'heure, il y a écrit 55 de score, qu'est-ce qu'elle a pas c'est pas facile, soi-disant c'est négatif, mais c'est pas zéro en fait. Et donc il y a toute on ne peut pas imaginer un remplacement, enfin il peut y avoir du gain de temps, mais pour moi, en fait, il y a un encadrement par l'humain qui sera pour des raisons éthiques d'abord, et puis on le verra tout à l'heure, et puis pour des raisons de compréhension et de discussion avec les patientes, je pense qu'il restera essentiel. Et puis à côté de ces logiciels, donc finalement où c'est assez, c'est vrai que comme ces logiciels supervisés, en général, ils sont entraînés avec la notion de là il y a un cancer, et donc on leur apprend là où il y a un cancer et là où il y a du bénin. Il y a des logiciels qui sont non supervisés. L'idée, c'est que finalement on trouve des nouveaux critères, et c'est ça qu'on espère beaucoup de l'IA, c'est finalement avoir des choses en plus de ce qu'on sait faire, parce que ce qu'on sait faire, c'est déjà pas mal. Bon, si on trouve des solutions pour qu'on puisse être plus efficace, très bien. Mais ce qu'on espère beaucoup de l'IA, et c'est là où on se dit c'est franchement une opportunité extraordinaire, c'est qu'on voit ce que l'œil humain ne voit pas. Et donc l'idée, c'est de savoir si finalement l'intelligence artificielle est capable d'avoir de nouveaux critères dans l'image, que nous, on ne repère pas objectivement, et qui soient justement développés par l'IA. Et donc c'est justement surtout sur cette base-là que sont développés les modèles d'IA prédictifs de risque de cancer du sein. Alors moi, c'est une publication que j'aime beaucoup parce que finalement, ça nous fait bien comprendre les choses quand on a une culture un petit peu sénologique. Probablement que ce petit schéma, vous le reconnaissez en fait, hein, vous le reconnaissez parce que c'est à la base de la classification moléculaire des cancers du sein, ça ressemble à ça, c'est-à-dire finalement, et c'est ce qui s'est passé au niveau génétique, on ne savait pas ce qu'on cherchait, mais il y a des groupes qui se sont créés en fonction d'un certain nombre de critères, c'est-à-dire qu'on n'a pas dit à la machine il faut trouver ça ou ça, mais des groupes se sont créés, et ça c'était typiquement un modèle d'intelligence artificielle non supervisée, où dans l'image de mammographie, le logiciel d'IA a identifié finalement un arrangement des fibres particulier, ce que nous, en fait, subjectivement, on dit « Oh là, ce sein, il est compliqué ». De temps en temps, la patiente arrive, c'est pas tellement la densité, mais c'est que franchement, l'architecture, et ça, on le sait, nous, radiologues, on se dit « Oula,
on n'est pas complètement tranquille en fait quand on libère la patiente. Et c'est ça qu'ils ont réussi à modéliser. Et c'est pas mal d'avoir quand même des critères objectifs, parce que quand le radiologue dit c'est compliqué, c'est vrai que c'est pas très reproductible. Et c'est ce score de complexité qui a été évalué et qui ont montré que c'était un score vraiment indépendant de la densité mammaire. Et ce score de complexité était clairement un facteur qui permettait de prédire et qui était associé au risque de cancer du sein, avec quelque chose qui était significatif par rapport aux critères classiques qu'on utilise, avec cette notion de complexité qui était regroupée dans ces 4 catégories de risque de sein qui étaient retrouvées dans cette classification qui, vous le voyez, alors il y a des petits logos très très compliqués, ça c'est typiquement ces espèces d'abréviations qu'on trouve dans ce qu'on appelle la radiomique, qui est justement une analyse en fait de l'hétérogénéité des pixels dans l'image et qui clairement passe complètement sous le radar de l'œil humain. Alors, de façon un peu plus simple, ensuite, ou en tout cas, il y a eu après beaucoup de publications dans cette idée-là et des modèles, alors qui sont des modèles qui sont maison, parce qu'il y a beaucoup de travaux de ce type-là, ou des modèles qui ont ensuite été commercialisés et qui ont commencé à s'intéresser à la capacité des modèles de deep learning à prédire le risque de cancer du sein, en le comparant finalement à ceux dont on se sert classiquement pour prédire le risque, que sont les risques en fait basés de régression logistique sur les facteurs de risque classiques de cancer du sein, que sont les modèles de Tyrer-Cuzick. En fait, puisqu'on est dans l'ère du dépistage, on sent bien qu'il va devenir personnalisé le dépistage. On ne sait pas dans quel terme, mais on sait bien qu'on va devoir raffiner probablement nos critères, et qui a regardé les performances diagnostiques de ces modèles de deep learning de façon isolée. On n'utilise que les infos du modèle de deep learning, ou alors le modèle de deep learning combiné avec des facteurs de risque de cancer du sein. Et ce qui était intéressant dans cette première publication, c'est finalement de montrer que quand on utilise du deep learning, que ce soit seul ou en association, on était quand même meilleur en termes de prédiction par rapport au modèle classique de facteurs de risque ou même du modèle de Tyrer-Cuzick. Et dans ce même esprit, donc, il y a eu plus récemment, donc ça c'était en 2020, dans une de nos revues de référence en radiologie, une étude en fait par c'est une start-up, c'est carrément une entreprise en fait qui commercialise en fait des logiciels d'IA. Donc il y en a 4-5 en France qui ont un peu pignon sur rue. Ça c'est un des 4. Dans une grosse cohorte, en fait, qui était aussi une cohorte d'Europe du Nord, avec un follow-up relativement conséquent, parce qu'il y avait un follow-up quasiment de 6 ans, avec, vous le voyez, plus de 70 000 participantes. Donc évidemment, avec une prévalence qui était un petit peu supérieure à la normale, mais qui était quand même assez faible, on était sur 10%. Et vous voyez qu'en fait, quand ils ont comparé la capacité de ce modèle, ça c'est le terme commercial de ce modèle, qui était un modèle basé sur la densité mammaire, mais également les microcalcifications, la présence de microcalcifications, pas forcément malignes, la présence de micro, donc la présence de masse et l'âge de la patiente. Vous voyez que la performance diagnostique de ce modèle était supérieure, finalement, pareil, au modèle classique qu'on utilise d'évaluation du risque, que ce soit les risques basés donc à partir de régression, le modèle Tyrer-Cuzick ou les risques de Gale combinés à la densité mammaire. Et donc l'idée évidemment de tout ça, c'est toujours pareil, d'essayer de définir finalement quel groupe de patientes vont bénéficier d'un type de dépistage qui serait différent de par sa fréquence, de par les modalités de suivi. Est-ce qu'il faut faire de la mammo? Est-ce qu'il faut faire de l'IRM? Est-ce qu'il faut faire tous les ans? Est-ce qu'il faut faire tous les 2 ans? Parce que finalement, il faut que l'objectif quand même de ce modèle, c'est d'appliquer quelque chose. Parce que évidemment, ce serait quand même très difficile à comprendre pour les patients de dire voilà, vous avez un risque. Bon, je ne sais pas ce qu'il faut faire avec, mais vous avez un surrisque, ce qui serait impossible en termes d'information et d'angoisse générée pour les patients. Donc l'idée, c'est vraiment de tester en fait finalement des groupes qu'on aurait définis à risque et de voir finalement en fonction des stratégies diagnostiques qui sont proposées si on améliore finalement la détection d'un cancer précoce, en tout cas si on diminue la détection de cancer à des stades élevés. Et c'est tout à fait le thème de l'étude que vous connaissez probablement tous, qui est l'étude MyPEBS, cette grosse étude européenne, où l'idée justement c'est de raffiner en 4 groupes à risque de patientes, sachant que finalement il y a probablement, là on est tous en population, on va dire, les très hauts risques, on sait comment les gérer, mais malheureusement entre les très hauts risques et puis la population générale, il y a une grosse variété. On sait qu'il y a probablement des patientes qui bénéficieraient d'un dépistage moins fréquent, les fameux groupes très faibles. Et dans l'étude MyPEBS, en fait, on s'aperçoit que c'est finalement les patientes qui ont vraiment une densité mammaire type A, en fait, donc des seins complètement graisseux et vraiment aucun facteur de risque,
où là, il leur est proposé finalement d'espacer le dépistage et de ne plus faire de dépistage tous les 2 ans, mais tous les 3 ans. Et ensuite, on a ces 2 groupes à risque. C'est ça qui va être intéressant, ces risques faibles et ces risques intermédiaires. L'idée, c'est finalement que ces risques intermédiaires, on sait de temps en temps, la patiente, elle a un antécédent, elle a eu déjà des biopsies, elle a une densité mammaire un peu élevée. Et c'est vrai que spontanément, on se dit peut-être que chez ces patientes-là, il y aura un intérêt à faire ça tous les ans. Et donc, cette étude-là permet de tester et de comparer un dépistage donc personnalisé selon des critères qui ont été bien définis par rapport en fait à ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire un dépistage organisé. Donc juste pour vous donner un exemple en fait de comment est appliquée en partie donc cette étude. Donc c'est une patiente de 40 ans, elle n'a pas d'histoire familiale de cancer du sein, pas d'antécédent de biopsie mammaire, et vous savez bien qu'à 40 ans, il y a des sessions entières dans tous les congrès de France et de Navarre qui se demandent faut-il faire un dépistage à partir de 40 ans? Donc oui, pour le moment, on sait que la recommandation, c'est de commencer à 50, mais on sait qu'il y a quand même énormément de cancers entre 40 et 50, et en particulier quand la patiente a les seins denses, on est un peu embêté, d'autant plus que récemment, vous savez qu'il y a une publication dans le New England qui a montré que dans ces patientes qui ont des seins très denses, ce qui n'est pas le cas de cette patiente, parce qu'on n'est pas encore sur du D, il y aurait peut-être un intérêt en fait pour diminuer par 2 le nombre de cancers natals, de faire des IRM. Donc vous voyez qu'on est carrément, on passe vraiment un cut différent. Et donc c'est qu'est-ce que je dois proposer en plus ou pas. Et donc ça c'est ce que nous on propose à nos patientes en fait qui le demandent. Donc c'est toujours en fait une proposition qu'on leur fait. Donc c'est un des logiciels qui est évalué justement dans MyPebs, qui est assez basique, parce qu'en fait, en gros, il y a 4 critères qui sont rentrés, donc ça, c'est bien aussi, c'est-à-dire que ça peut se faire de façon très facile en routine. L'âge, histoire familiale de cancer du sein, l'histoire personnelle de biopsie mammaire et la densité. Et vous voyez qu'en fonction, il vous montre où se trouve la patiente. Évidemment, le risque évolue en fonction de l'âge, ça on le sait bien. Et il vous montre en fait où se trouve la patiente par rapport au risque moyen de la population, avec des recommandations qui sont données et qui doivent être validées. Donc pour le moment, en fait, c'est une suggestion, et bien entendu, ensuite... évidemment, le praticien en fait propose. Là, c'est vrai que la densité est relativement élevée. De toute façon, c'est vrai qu'il faudra lui proposer une échographie, ça c'est sûr. Et moi, c'est vrai que spontanément, une patiente qui a 40 ans avec un sein qui est assez dense, je suis assez encline à lui dire que si elle commence le dépistage à 40 et qu'elle continue tous les 2 ans, ça ne me paraît pas être quelque chose de... Enfin, moi, c'est vrai que spontanément, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à le faire. En tout cas, je le fais pour moi. Donc, ça, je le propose aussi à mes patientes. Alors, si on regarde finalement, ça c'est un tableau qui vient tout un travail qu'on fait avec ce qu'on appelle Dream France IA, qui est une entité en fait qui est portée par le CNP de radiologie, donc qui sont toutes les composantes en fait de la spécialité radiologique. On a tout un travail en fait justement d'évaluation, enfin en tout cas d'overview de ce qui se passe en France, des solutions qui sont proposées en France, que là on est dans une période un peu complexe, où on n'a pas vraiment de validation clinique d'aucun logiciel, et pourtant, on a une offre commerciale importante, s'appuyant en fait sur une publicité importante autour de l'IA, et finalement, en fait, des solutions sont proposées aux radiologues, et en fait, pour le moment, il n'y a pas de validation. Donc, en fait, la question qui se pose, c'est est-ce que... Je pense qu'on est au moment, nous, en tout cas, toutes les sociétés savantes, de se dire il faudrait quand même qu'on norme un peu les choses, au moins qu'on pose des grilles d'évaluation pour en fait... Et puis qu'on offre aux radiologues la possibilité, sur un site donné, d'avoir au moins une grille analytique de à quoi ça sert, comment vous pouvez l'utiliser, qu'est-ce qu'il y a eu comme méthode, qu'est-ce qu'il y a eu comme base de validation qui a été faite, comment cette solution s'intègre dans vos process, et puis qu'ils aient en fait finalement une certaine quantité d'informations un peu objectives et validées qui leur permettent de mieux les aider. Alors quand on a fait cette demande, donc on a demandé en fait à 4 éditeurs de logiciels de répondre à un questionnaire. Vous voyez que finalement, il y en a assez peu qui proposent ces solutions de prédiction du risque. Il y en a un. La plupart des autres sont vraiment des solutions qui sont sur de la détection et de la caractérisation lésionnelle. Alors ça, c'est un des exemples en fait de ceux qui proposent justement c'est un cas en fait de début de semaine. Donc c'est vraiment un cas pour le coup pratique. Donc c'est une patiente qui a 43 ans, qui a déjà fait une mammographie 3 ans avant. À ses 40 ans, elle a dit il faut commencer une mammo. Donc elle a fait une mammo à 40 ans. C'est une mammographie que j'avais à ma disposition. Et donc c'est une mammographie un peu systématique, mais où en même temps on est entre 40 et 50, donc on est vraiment dans la zone grise. Et puis donc moi je vois un foyer de calcification à l'union des cadrans inférieurs, et je regarde ma mammographie 3 ans avant, et ce foyer de calcification n'avait strictement pas bougé. Je fais mon écho était normal, et puis moi c'est vrai que j'aime bien analyser les choses avant de regarder l'IA, mais avant de finir la consultation, j'aime bien regarder ce que m'aurait dit l'IA, et là, l'IA me sort ce résultat.
Alors, il me sort ce résultat, il me dit, voilà, moi, j'évalue le risque de ces foyers de calcif. Donc, il me détecte une masse qui, je pense, n'existait pas parce que j'avais un écho. Donc, en fait, la lésion était là. Donc, là, vous ne la voyez pas, je suis désolée, le truc est une impression d'écran, donc c'est pas génial. J'ai des soucis de récupération avec le PAX. Donc, moi, les foyers de micro qui sont positifs, c'est quelque chose d'assez fréquent. Et on sait que, malheureusement, c'est une des limites pour le moment des logiciels d'IA en imagerie. On a beaucoup de faux positifs sur les calcifications. Donc, bon. Ce qui est plus gênant, c'est que dans la littérature, il y a c'est pour ça que je vous en parle, il y a des centres qui ont évalué la capacité d'un logiciel de prédire les cancers d'intervalle, de prédire finalement la survenue de cancers ultérieurs. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appliqué ce type de logiciel, qui sont normalement juste pour évaluer la détection. Ils ont regardé si quand un risque était élevé, finalement, quel était le taux de cancer d'intervalle par la suite. Et là, ce qui est plus embêtant, c'est que, voilà, ça c'est une des publications en fait, d'un European Radiology l'année dernière, donc de quelqu'un qui plutôt très bien, qui fait plutôt très bien les choses, Christina Lang, et qui montre finalement que quand on trouve un risque très élevé, voilà, là le risque, vous voyez, c'était 9 à peu près, vous voyez qu'on avait beaucoup plus de chances d'avoir des cancers de l'intervalle que quand en fait le risque était inférieur, et puis que bon, on le localise. C'était pas forcément l'endroit de la marque. C'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait même pas se dire bon, sous prétexte que du coup, même si on va biopsier la zone, mais en fait, c'était juste un marqueur de il y aura plus de cancers dans les mammos suivantes. Et là, évidemment, on tombe dans le vrai problème qui m'était posé, qui est quelle information je vais donner à ma patiente. C'est-à-dire que j'ai un foyer de calcif. Moi, je l'aurais pas biopsié spontanément, parce qu'il est stable en 2 ans, et que nous, un foyer stable, même 3 ans, donc j'aurais classé BI-RADS 2. Et en même temps, je me retrouve avec un logiciel qui me dit un risque de 90, c'est-à-dire c'est quasiment le max, et que la littérature m'explique que peut-être dans le futur, il va y avoir quelque chose, et je ne suis même pas sûre que ce soit à l'endroit où j'ai détecté le foyer de calcification. Et donc c'est vraiment ça la question, c'est que je me retrouve finalement dans une position qui n'est pas compliquée, qui est de gérer finalement le résultat du logiciel d'intelligence artificielle. Alors, si on regarde en fait ce Dreamia, donc Dreamia, il y a eu un site qui vient d'être mis en ligne en fait, c'était le mois dernier, et qui en fait a d'abord fait toute l'idée en fait, c'est d'offrir justement des réponses aux radiologues, parce que c'est quand même la radiologie qui a mis en place ce site. Peut-être c'est des choses qui pourraient servir aussi aux anapathes ou à d'autres spécialités, mais en tout cas c'est autour de la radiologie. Et une des premières questions, c'est la question qui a été posée tout à l'heure, c'est est-ce que je dois informer les patients qu'une solution d'IA peut être utilisée pour interpréter leurs images? Donc là, en fait, la réponse qui est donnée, c'est en se basant sur la loi de bioéthique. Et la loi de bioéthique dit que de toute façon, on a un devoir d'information à partir du moment où on utilise des données de santé par un traitement algorithmique. Donc en fait, on doit informer les patientes qu'on a utilisé une solution d'IA. Par contre, on n'a pas besoin de consentement, parce que ça, par contre, dans la loi de bioéthique, il n'y avait pas nécessairement besoin du consentement. Par contre, en fait, on doit informer les patients. Il n'y a pas écrit que ça devait être écrit, mais il y a écrit qu'on a un devoir d'information des patientes, en fait, quand on utilise un logiciel d'IA. Et puis, en fait, pour répondre aux questions, finalement, tout à l'heure, c'est poser la question de qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je ne peux pas dire, est-ce que je dois informer. Il y a eu carrément, il n'y a pas que nous qui nous posons la question, il y a eu une saisine, en fait, du Premier ministre, assez récente, au Comité consultatif national d'éthique et au Comité national pilote d'éthique du numérique, qui a rendu son avis très récemment, là, le 10 janvier dernier, sur justement quels étaient les enjeux éthiques du diagnostic médical avec l'intelligence artificielle. Donc c'était pas que sur la radio, c'était pour toutes les applications qu'on peut avoir des solutions d'intelligence artificielle. Alors d'abord, en fait, c'est très intéressant parce qu'on parle de système d'intelligence artificielle pour le diagnostic médical. Donc en fait, il y a déjà, en fait, c'est une façon d'appeler déjà qui est intéressante. Et finalement, ces dispositifs, donc en fait, ils doivent être définis à partir d'objectifs définis par l'homme. Et ça, c'est important aussi. C'est là où moi, j'insiste toujours sur le fait qu'il faut que nous, professionnels de santé, on soit très proactifs sur le développement de ces logiciels pour qu'ils répondent à de vraies questions. Parce que finalement, l'objectif, c'est d'avoir des résultats et des recommandations et des prédictions qui soient des choses qui soient utiles pour nos patientes. Et donc, dans cet avis, ils ont émis 16 recommandations et 7 points de vigilance. Et puis, j'ai extrait, en fait, ceux qui me semblaient les plus intéressants. Donc d'abord, le premier truc qui était dit, et ça paraît tout bête, c'est qu'il faut justement qu'il y ait un contrôle de conformité pour pas seulement montrer qu'il n'est pas nocif, parce que ça c'est ce qu'on fait très bien pour nos dispositifs médicaux, mais il faut qu'il y ait une évaluation de son efficacité clinique, et il faut en fait qu'on vérifie que c'est bien des choses, que c'est de la bienfaisance que ça crée, et pas l'inverse. Et nous, on a cette expérience-là, puisque les CAD qui avaient été, Sébastien en a parlé, mis sur le marché il y a
très longtemps. Moi, j'étais toute petite interne. Et ben en fait, au bout de X temps de mise sur le marché, on a dit on arrête parce que non seulement on fait plus de biopsies, mais en plus on les fait à mauvais escient. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Deuxième chose, il faut s'assurer que ces systèmes d'intelligence artificielle à visée diagnostique, ils s'inscrivent dans une amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Il faut donc en fait, et ça c'est important, c'est écrit noir sur blanc, qu'il faut éviter que ces systèmes soient positionnés dans une logique de substitution à l'intervention humaine des professionnels de santé. Donc ça, c'est clairement, ça rejoint l'idée que de toute façon, ça ne peut être qu'un outil au service en fait des professionnels de santé. Il faut qu'il y ait du contrôle humain et pas seulement en fait à la fin pour dire je prends ou je ne prends pas de ce résultat. Et ça sera très important parce qu'évidemment, aux États-Unis, qui eux sont très sensibilisés aux problèmes médico-légaux, il y a eu déjà une jurisprudence qui est qu'une patiente, en fait, il y a eu un cancer qui n'a pas été diagnostiqué, le logiciel d'IA avait fait une marque, et donc il y a eu en fait une analyse du dossier et un procès, et finalement ça a conclu que non, il y avait, en fait, c'est bien le radiologue qui était responsable et que ce n'était qu'un outil et que l'IA, utilisée indépendamment, ne pouvait pas en fait être mise en balance avec le diagnostic de l'humain. Mais ça aussi, c'est pour ça que c'est important que le contrôle de l'humain, parce que pourquoi il faut qu'il y ait du contrôle de l'humain? Donc certes, il faut qu'il y ait un contrôle de l'humain du résultat, mais il faut aussi qu'il y ait un contrôle de l'humain dès le départ et dès la conception. Et pour qu'on comprenne bien, c'est aussi ce qui avait été dit avant, qu'on comprenne bien comment sont faits ces logiciels et comment du coup on va pouvoir les utiliser. C'est pas si facile, hein. Nous, quand on était jeunes, on apprenait à savoir comment fonctionnait un scanner ou une IRM. C'est déjà pas facile, mais alors là, comprendre comment fonctionne un logiciel DA, déjà généralement, c'est une boîte noire, on ne sait pas trop comment c'était fait. C'est vrai que c'est quand même, ça pose question, et probablement il va falloir que nous, on travaille pour que du coup, on aide nos jeunes à mieux comprendre ce qui se passe, parce que nous, on est déjà un peu vieux, en fait, je ne suis pas sûre qu'on y arrive, mais en tout cas, il faut que les plus jeunes, qui auront probablement à s'en servir plus longtemps que nous, aient bien compris comment ça fonctionnait. Et ça va être un point aussi qui va être important, l'explicabilité des résultats. On se demandait tout à l'heure comment allait se positionner le médecin. Déjà, il va falloir expliquer les résultats de l'IA. Et ça, c'est vrai que vous allez voir que en fonction des personnes, il va y avoir en fait finalement des personnes qui vont être plus ou moins réceptives. On comprend qu'en fonction de l'âge de la patiente, ça peut être plus ou moins compliqué. Vous allez voir qu'ils vont aller bien au-delà et même proposer des solutions pour cette problématique. Informer le patient, on en a parlé. Lorsqu'un professionnel de santé a recours donc en fait, à un système d'intelligence artificielle, et donc eux, ils sont allés plus loin, ils ont dit qu'il fallait recueillir un consentement. Donc pour le moment, nous, la loi, c'est la loi de bioéthique. Est-ce que selon cet avis, la loi va évoluer? Peut-être. Et enfin, encourager la recherche pour améliorer évidemment les processus de validation de l'intérêt clinique. Et ça, je pense, c'est très, très important. On ne peut pas, comme tout médicament, on n'utilise pas un médicament parce qu'il y a des données rétrospectives qui ont montré qu'il marchait mieux. On donne un médicament une fois qu'on a fait une étude randomisée montrant qu'avec le médicament, on fait mieux que sans. Et là, pour le moment, on n'a aucune étude pour le moment qui, en France, permet de valider ce type d'utilisation. Donc justement, pour rejoindre la problématique de l'information du patient, cette problématique de comprendre ce que dit le logiciel d'intelligence artificielle est suffisamment complexe pour que dans ses recommandations, il pense qu'il faut carrément définir un aidant numérique qui permette aux patients de mieux comprendre ce que dit le logiciel d'IA. Donc vous voyez qu'on n'est pas en train de gagner du temps là. Et donc du coup, il y a tout ce problème d'apprentissage. Et alors après, qui propose, cette personne pourrait être son représentant légal, la personne de confiance, etc. Mais qui permettent en fait de comprendre exactement ce qui est proposé par le logiciel d'IA. Autre élément, et je trouvais ça intéressant, c'est la dernière diapositive de cet avis qui est un peu compliquée, mais que je vous invite à lire parce qu'il y a vraiment des choses qui sont intéressantes. C'est qu'une autre chose qu'il va falloir sensibiliser les patients, c'est que dans les mains d'un médecin, c'est une chose, le logiciel d'IA. Mais c'est vrai que du coup, on a plein de choses qui commencent à sortir où finalement les patients mettent leurs données directement et puis auraient des avis de choses qu'on ne contrôle pas du tout. Et ça, je pense qu'il y a aussi toute une information parce qu'il y a les objets connectés, on parle de radio, mais il y a plein d'autres choses où il y a de l'IA. Et là, il va falloir aussi que du coup, on forme la population parce que fournir ces données, c'est pas rien. Et croire ce que nous donnent des logiciels d'IA non validés, c'est encore autre chose. Et là aussi, il va falloir en fait faire attention et prévenir des risques d'avis non professionnels en fait, qui peuvent finalement ressembler à de l'exercice illégal de la médecine. Ils vont jusqu'à ce terme-là dans la vie. Donc vous voyez que ça va bien au-delà finalement d'informer du résultat de la patiente. Donc en pratique, et ce sera une de mes diapos de conclusion, finalement, il faut informer la patiente qu'on utilise de l'IA. Je pense qu'aujourd'hui, il faut l'informer. Il n'y a pas de recommandation que ce soit écrit, mais en tout cas, il faut, et moi typiquement, pour ma patiente, je lui ai dit, voilà, j'ai utilisé l'IA, voilà ce que ça me répond. Et c'est vrai que la conséquence, c'est que du coup, je vais aller biopsier ce foyer de calcif que probablement, je ne suis pas sûre que j'aurais biopsié en fait dans un autre contexte. Mais c'est que là, on va avoir une période de transition, comme souvent avec les nouvelles technologies. Ensuite, il faut tester et valider ces logiciels sur une pratique de routine française. Et ça, on a très bien vu que quand des logiciels
sont entraînés et validés sur des cohortes très différentes. Nous, dans le sein, par exemple, c'est assez facile. On imagine très bien que quand on entraîne un logiciel d'IA sur des cohortes de suédoises qui ont des densités mammaires, on le sait, très basses, et qu'on va l'appliquer sur des cohortes de japonaises, on comprend très bien que forcément, ça ne doit pas exactement marcher pareil. Donc, il faut qu'on ait des tests en population française. Ensuite, mettre une grille, et ça, je pense que c'est pour aider les radiologues à faire les parts des choses, parce que quand on va voir les startups ou les entreprises, ils sont tous en train de nous vanter des ROC curves, on ne sait pas trop comment est fait la ROC curve. Donc ça, il faut qu'il y ait clairement un outil qui permette finalement d'évaluer en fait, la capacité du logiciel à réellement répondre à la question qui est posée. Et puis, on sait que là, du coup, il y a pas mal de choses qui avancent. Il y a des financements il y a pas mal de financements BPI qui sont autour justement de ces solutions d'IA en radiologie. Il y en a eu une en fait sur les fractures osseuses l'année dernière. Là, cette année, il y en a une sur la détection lésionnelle et la prédiction des cancers d'intervalle. C'est une étude Aurelia. Donc, je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui y participent. On n'a pas encore pour le moment d'études sur la prédiction du risque. L'étude Aurelia, c'est plus sur la prédiction finalement, est-ce que je suis capable de détecter un cancer ou pas, à l'exception peut-être de logiciel Mamoris qui va être évalué donc, dans le cadre de l'étude MyPeps. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Et le temps tourne, il y a quand même le temps de petites ou deux questions. Alors, les logiciels d'IA en échographie, il y en a de deux types. Il y a des très ambitieux qui veulent faire de la détection en écho, et en fait, c'est très compliqué parce que faire de la détection, évidemment, ça nécessite d'abord de travailler sur des boucles vidéo. Ça nécessite d'avoir beaucoup plus d'images que ne le permet la caractérisation qui peut se travailler en fait sur une seule image fixée, puisque le critère principal, on le sait en imagerie échographique, pour la caractérisation lésionnelle, c'est clairement l'analyse des contours. Et ça, on sait que l'IA fait pas trop mal, hein, c'est de la segmentation améliorée, mais il fait pas trop mal. Donc il y a des logiciels qui existent de caractérisation lésionnelle. Le principe, c'est qu'on arrête l'image, on clique sur un bouton, et le truc nous dit c'est plutôt un BI-RADS 2, 3, 4. Donc c'est une aide, clairement c'est une aide diagnostique. Franchement, les logiciels de détection, pour le moment, ça marche pas bien. En IRM, il commence à y avoir des choses intéressantes qui incluent des données fonctionnelles. Par exemple, récemment, là, le mois dernier, il y a une publication qui a montré qu'avec un logiciel de deep learning, on était capable de détecter finalement les prises de contraste dans ce qu'on appelle l'IRM ultra rapide, l'IRM ultra fast, qui est une nouvelle technique d'imagerie qui permet de reconnaître finalement plus spécifiquement les lésions qui sont malignes, et que du coup ça permettait ce type d'utilisation de diminuer le temps radiologue de 15%, donc assez significative, en ayant une performance diagnostique de détection cancer pas cancer qui était quasiment identique en fait à celle du radiologue. Donc l'IRM probablement il faut se servir, je pense, de ce type de séquence, parce que le problème de l'IRM, en fait, c'est malheureusement l'arbre de Noël, qui est quand même assez souvent le cas. On a très souvent des rehaussements matriciels de fond qui gênent le radiologue et donc qui gêneront les solutions d'IA. Mais très probablement, avec l'IRM, comme on a tous cette notion de multiparamétrie, qu'on a 2500 images, que clairement, on y passe déjà un certain temps, mais très probablement qu'on n'est pas capable d'intégrer toutes les notions, c'est vraiment là où moi je crois vraiment au rôle de l'IA pour faire de la radiomique et pour nous faire bien aller au-delà que cancer, pas cancer. Curie a publié une étude, par exemple, qui dit, en fait, en regardant la pente de rehaussement, en fait, je suis capable de prédire en fait, la réponse complète mieux que les critères classiques de réponse complète sous chimiothérapie noyadjuvante. Je suis sûre qu'avec l'IA, on va pouvoir combiner ça avec des critères d'hétérogénéité, et on sait que c'est un des facteurs de mauvaise réponse, et aller beaucoup plus loin dans la prédiction en fait, de la non-réponse à la chimio. Donc moi, je crois vraiment au développement des solutions d'IA basées sur de la radiomique, sur l'IRM. Sur l'écho, très honnêtement, je suis moins complètement convaincue parce que d'abord, techniquement, ce sera compliqué, qu'il faut que ce soit économiquement rentable et qu'on n'aura probablement pas de substitution. Ils n'ont toujours même pas réussi à faire de l'écho automatisé. Donc de l'IA, je ne vois pas trop comment ça peut se placer. Donc j'y crois moins en fait, sur l'écho que sur l'IRM. En attendant, juste une petite question. Tu as parlé du radiologue augmenté, c'est-à-dire celui qui utilise le radiologue plus IA qui faisait assez bien. Est-ce qu'on doit aussi parler du jeune ou du vieux radiologue augmenté, c'est-à-dire l'expérience du radiologue? Alors, c'est sûr que l'IA a beaucoup plus de mal à aider un radiologue expert plutôt qu'un vieux radiologue, parce que moi, ça y est, j'ai basculé aussi, donc il n'y a pas de raison, plutôt qu'un jeune radiologue. Alors, la difficulté qu'on a avec les jeunes radiologues, c'est que c'est vrai que quand on regarde quel est l'impact des solutions d'IA sur le jeune radiologue, c'est vrai que clairement, le cancer subtil, il aide le jeune radiologue. Le problème, c'est que comme le jeune radiologue n'est pas capable de négativer toutes les fausses marques qu'il y a, et notamment en tomosynthèse, parce qu'en fait, contrairement, moi, j'ai exactement la même impression que toi.
En Tomo, j'ai l'impression que ça marche mieux. Pourquoi? Parce que je suis expert. Mais en fait, le problème, c'est qu'en Tomo, tu as beaucoup plus de faux positifs, et donc c'est pour ça que dans les études de la littérature, ta spécificité baisse en Tomo. Mais moi qui m'en sers en disant, moi je veux juste en fait détecter des trucs subtils, ça me va très bien. Par contre, le junior que tu mets avec la solution d'IA, et ben en fait, du coup, lui, il n'est pas capable de renégativer. Et bon, à part les calcifications vasculaires, qui, ça, pour le coup, tout le monde est capable de le faire. Mais sinon, il se retrouve à faire beaucoup de faux positifs. Et c'est ça la difficulté qu'on a maintenant. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment se servir du type d'anomalie qu'arrête l'IA. Je pense qu'ils sont plutôt pas mauvais pour ce qui est masse. Tout ce qui est masse, c'est tout ce qu'ils mettent autre que calcif, parce que distorsion, asymétrie. Par contre, pour les calcifs, pour le moment, ils ne sont pas au point. Merci. Bonjour. Dans le cadre de votre veille actuelle, que pensez-vous des nouvelles technologies qui utilisent la thermographie pour identifier des anomalies en température qui pourraient être des signes précurseurs de cancer du sein et qui peuvent être complétés ensuite par une mammographie ou une échographie? Retour vers le futur. Oui, c'est ça. Ma maman, en fait, que Jean-Yves connaît bien, était une scénologue. Elle a 75 ans actuellement. C'était sa thèse de médecine, la thermographie. Thermographie, on y a cru beaucoup. Je crois qu'on a, enfin, clairement, on manquait énormément de spécificité de cette technique et de sensibilité. Et aujourd'hui, on est quand même sur des techniques d'imagerie où, quand on regarde la valeur diagnostique de l'IRM, pour arriver à faire mieux, ça va être compliqué. Donc là, les évolutions, c'est vrai que la thermographie, on l'a étudiée. Il y a assez peu de gens qui continuent à l'étudier. Mais c'est vrai que, par contre, enfin, toutes les recherches qui sont actuellement sur les nouvelles modalités d'imagerie sont plus sur le fait de accélérer l'IRM et de pousser l'IRM, parce qu'on a une sensibilité quasiment de 100% en IRM, et ce qu'on veut rattraper, c'est la spécificité. Alors peut-être qu'ils vont trouver une solution pour combiner la thermographie et l'IRM, j'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut voir, enfin, ce type de technique-là, en tout cas, actuellement, il n'y a plus de recherche sur, enfin, en tout cas, que je connais, à ma connaissance. Il y a des recherches en élasto, il y a des recherches en laser, il y a des recherches en plein de trucs, mais en thermo, très honnêtement, je pense que c'est passé. Je ne suis pas sûre qu'il y ait de nouvelles approches. Peut-être qu'il y a des labos qui y travaillent encore, mais là, actuellement, pour moi, c'est plutôt un autre temps. Retour vers le futur, c'est ça. Merci, nous devons arrêter cette session. Merci à tous les orateurs et oratrices et au public.